Lorsqu'un récit consacré à la famille royale britannique affirme qu'une reine aurait tenté d'écarter publiquement la princesse de Galles, qu'un prince aurait installé une caméra cachée pour piéger sa belle-mère, et que le souverain aurait finalement humilié son épouse devant les caméras du monde entier, une question s'impose immédiatement. Sommes-nous encore face à une information royale ou devant une mise en scène dramatique construite pour provoquer l'émotion? Le texte qui sert de point de départ à cette analyse raconte une confrontation spectaculaire entre la reine Camilla, le prince William, Catherine et le roi Charles III. Il décrit notamment une prétendue tentative de modification de l'ordre d'une procession à Windsor, une surveillance secrète organisée par William, l'intervention personnelle de Charles et finalement une série de sanctions extrêmement sévères contre Camilla. Mais le document ne fournit aucune source indépendante permettant d'établir la réalité de ces événements. Il faut donc analyser cette histoire pour ce qu'elle est dans le matériau fourni. Un récit accusatoire et fortement dramatisé autour des rapports de pouvoir au sein de la monarchie. Le cœur de cette histoire repose sur une opposition extrêmement simple, presque instinctive, mais redoutablement efficace sur le plan narratif. D'un côté, Camilla, devenue reine aux côtés de Charles après des décennies de controverses, de critiques et de reconstruction de son image publique. De l'autre, Catherine, princesse de Galles, plus jeune, très exposée médiatiquement et directement associée à la prochaine génération appelée un jour à occuper le centre de la monarchie britannique. C'est précisément cette différence de génération qui donne au récit toute sa force. Car derrière la prétendue dispute autour d'une procession royale se cache en réalité une question beaucoup plus profonde. Qui incarne aujourd'hui le mieux l'avenir de la couronne aux yeux du public? Selon le texte source, la tension aurait véritablement commencé plusieurs jours avant une importante cérémonie organisée à Windsor. Une répétition aurait alors été organisée dans un espace du château où les membres de la famille royale devaient apprendre leur position exacte, leur déplacement et l'ordre dans lequel ils apparaîtraient devant les caméras. Dans une institution comme la monarchie britannique, ces détails sont loin d'être insignifiants. Une cérémonie royale est une représentation extrêmement codifiée. Qui marche devant qui? Qui se tient à proximité du souverain? Qui apparaît au premier plan? Qui est visible lorsque les caméras captent les images destinées aux chaînes de télévision et aux photographes internationaux? Pour le grand public, ces éléments peuvent sembler secondaires. Pourtant, dans l'univers du protocole, chaque position possède une valeur symbolique. Et c'est précisément sur cette dimension que le récit construit la rivalité entre Camilla et Catherine. Le document affirme que Camilla aurait observé attentivement les écrans utilisés par les équipes techniques pendant les répétitions. Elle aurait remarqué que Catherine attirait naturellement l'attention. Un sourire, un mouvement de tête, une posture, un simple ajustement de son chapeau suffisait à devenir immédiatement une image forte. Le texte interprète alors cette observation comme le point de départ d'une frustration personnelle. Camilla aurait pris conscience qu'en dépit de son titre de reine, elle ne pouvait pas nécessairement contrôler l'affection du public ni l'intérêt médiatique. C'est là que la narration devient particulièrement intéressante. Elle oppose en réalité le pouvoir institutionnel au pouvoir populaire. Camilla possède un titre supérieur dans la hiérarchie immédiate puisqu'elle est l'épouse du souverain. Catherine, en revanche, bénéficie dans le récit d'un autre type de pouvoir, celui de l'image, de la popularité et de la projection vers l'avenir. Or, ces deux formes de pouvoir ne fonctionnent pas de la même manière.
Un titre peut être attribué par l'institution. La popularité, elle, ne se décrète pas. Et c'est précisément cette impossibilité de contrôler totalement l'opinion publique que l'histoire attribue à la frustration de Camilla. Selon le récit, cette inquiétude aurait progressivement laissé place à un véritable plan destiné à réduire la visibilité de Catherine pendant la cérémonie. Camilla aurait demandé que la partie de la procession impliquant William et Catherine soit modifiée. L'objectif supposé aurait été de placer la princesse plus loin, derrière certains éléments architecturaux, afin qu'elle apparaisse moins souvent dans les principaux angles de prise de vue. Si l'on se contente de la logique du récit, cette décision apparaît presque comme une opération de communication. Il ne s'agirait pas seulement d'éloigner Catherine physiquement. Il s'agirait de diminuer symboliquement son importance. Car dans la monarchie contemporaine, l'image compte énormément. Une apparition publique n'est jamais seulement une promenade ou une cérémonie. Elle produit des photographies. Ces photographies deviennent des unes. Ces unes deviennent des commentaires. Et ces commentaires participent progressivement à la construction de la réputation d'un membre de la famille royale. Dans cette perspective, contrôler la position de Catherine reviendrait indirectement à contrôler la manière dont le public perçoit la hiérarchie interne. Cependant, il faut ici introduire une distinction fondamentale. Le document présente cette prétendue manœuvre comme une réalité certaine, mais il ne fournit aucun élément indépendant permettant de l'établir. Aucun ordre officiel, aucun plan authentifié, aucun témoignage identifiable ne vient confirmer que Camilla aurait réellement demandé à marginaliser Catherine. Nous sommes donc face à une accusation extrêmement précise, mais non démontrée dans le matériau fourni. Cette prudence est essentielle, car plus le récit devient spectaculaire, plus il risque de transformer une simple hypothèse ou une construction dramatique en prétendue vérité. Malgré cela, la dynamique psychologique construite autour de Camilla reste particulièrement révélatrice. Depuis son mariage avec Charles, son image publique a toujours été liée à une histoire beaucoup plus ancienne. La mémoire de Diana continue nécessairement d'influencer la manière dont certaines personnes regardent Camilla. Même des décennies plus tard, le public peut difficilement dissocier complètement ces figures. Et William occupe une position unique dans cette mémoire collective. Il est à la fois l'héritier direct du roi et le fils aîné de Diana. Dans le récit, cette dimension apparaît clairement au moment où William intervient. Après avoir entendu les demandes attribuées à Camilla, le prince aurait refusé que Catherine soit séparée de lui. Il aurait quitté sa position pendant la répétition et se serait directement dirigé vers la zone technique afin de faire comprendre que son épouse resterait à ses côtés. Cette scène marque un tournant. Jusqu'alors, la rivalité restait principalement construite entre deux femmes. À partir de cet instant, William devient l'acteur central. Le conflit ne concerne plus simplement Camilla et Catherine. Il devient un affrontement entre Camilla et l'héritier du trône. Et cette transformation augmente considérablement la gravité symbolique de la situation. Car William n'est pas seulement un mari qui protège son épouse. Il représente également la continuité dynastique. Lorsqu'il défend la position de Catherine, le récit suggère implicitement qu'il défend aussi la place du couple de Galles dans l'avenir de la monarchie. Catherine n'est alors plus présentée comme une simple belle-fille gênante. Elle devient une composante indispensable du futur règne de William. C'est pourquoi la phrase attribuée au prince dans le texte est si importante. Il aurait déclaré, en substance, que son épouse resterait à côté de lui
et que personne ne serait autorisé à la repousser dans l'ombre. Qu'elle ait réellement été prononcée ou non n'est pas démontré par le document. Mais narrativement, cette phrase remplit une fonction essentielle. Elle trace une ligne rouge. William affirme que certaines décisions ne peuvent plus être prises sans lui. Il n'est plus présenté comme le jeune prince obligé de suivre silencieusement les décisions du palais. Il devient un héritier capable de s'opposer frontalement à la reine lorsqu'il estime que sa propre famille est menacée. Cette évolution du personnage de William est fondamentale pour comprendre la suite. Le récit insiste même sur le fait que Camilla aurait compris à cet instant que son beau-fils n'était plus l'enfant silencieux qu'elle avait connu autrefois. Il serait devenu un homme déterminé à défendre Catherine et, au-delà de Catherine, sa propre vision de la monarchie. Cette idée est particulièrement puissante parce qu'elle combine 3 dimensions différentes. La première est familiale. William protège son épouse. La deuxième est émotionnelle. Le récit suggère que les blessures anciennes liées à Diana continuent d'alimenter une méfiance envers Camilla. La troisième est institutionnelle. William est l'héritier direct et sait que son couple représente l'avenir de la couronne. Ces 3 dimensions se superposent et transforment une simple discussion de protocole en lutte de pouvoir. Camilla, de son côté, est présentée comme incapable d'accepter ce refus. Au lieu de reculer, elle quitterait la répétition dans un silence glacial. Mais le texte suggère immédiatement que ce silence ne signifie pas la fin du conflit. Il serait au contraire le début d'une escalade. C'est précisément ici que la construction journalistique du récit mérite d'être observée avec attention. La première partie crée d'abord une injustice apparente. Catherine est menacée d'être marginalisée. Ensuite apparaît le défenseur. William intervient. Puis vient le refus de l'adversaire d'accepter sa défaite. Camilla commencerait alors à préparer une nouvelle stratégie. Cette structure ressemble davantage à celle d'un thriller politique qu'à celle d'un simple conte rendu royal. Et pourtant, elle fonctionne parce qu'elle s'appuie sur des tensions que le public peut facilement comprendre. La concurrence entre générations, la peur de perdre son influence, le poids du passé, la protection du conjoint, la succession, la popularité. Tous ces éléments appartiennent réellement à l'imaginaire qui entoure la monarchie britannique. C'est précisément ce mélange entre éléments plausibles et accusations spectaculaires qui peut rendre ce type d'histoire particulièrement convaincant. Le public connaît l'histoire complexe entre Charles, Diana et Camilla. Il sait que William est très protecteur envers Catherine. Il sait aussi que le prince et la princesse de Galles occuperont un jour une place encore plus importante. Il devient donc relativement facile d'insérer une histoire de rivalité dans cet environnement déjà chargé d'émotions. Mais le rôle d'une analyse journalistique consiste justement à ne pas confondre plausibilité émotionnelle et preuve factuelle. Ce n'est pas parce qu'une rivalité semble imaginable qu'une accusation précise devient automatiquement vraie. Ce n'est pas parce que 2 générations doivent un jour se succéder qu'elles sont nécessairement engagées dans une guerre personnelle. Et ce n'est pas parce que les photographies et les positions protocolaires possèdent une valeur symbolique que chaque changement dans une procession constitue forcément une tentative d'élimination médiatique. Voilà pourquoi cette première partie doit être comprise sur 2 niveaux. Au premier niveau, elle raconte une confrontation spectaculaire entre Camilla et Catherine, avec William comme protecteur de son épouse. Au second niveau, beaucoup plus intéressant, elle met en scène une interrogation profonde sur l'avenir de la monarchie.
Que devient l'influence de la génération actuelle lorsque le public commence déjà à regarder vers la suivante? C'est cette question qui donne véritablement de la force à l'histoire. Car même en retirant les accusations non vérifiées, une réalité demeure. Chaque monarchie héréditaire vit en permanence avec son propre avenir devant elle. Charles sait que William lui succédera un jour. Camilla sait que Catherine occupera alors une position centrale. William et Catherine savent qu'ils sont observés comme les futurs représentants principaux de l'institution. Cette mécanique crée naturellement des comparaisons, parfois même lorsque les protagonistes eux-mêmes ne les recherchent pas. Qui est le plus populaire? Qui attire le plus de sympathie? Qui incarne le mieux la stabilité? Qui semble le plus proche du public? Qui représente le mieux la modernité? Ce sont ces questions, davantage que le simple ordre d'une procession, qui structurent réellement la fascination autour de la famille royale. Et dans le récit source, elles deviennent le carburant d'un conflit beaucoup plus dangereux. Car après cette confrontation pendant les répétitions, Camilla ne serait pas prête à abandonner. Au contraire, selon l'histoire, elle aurait décidé de passer d'une tentative de modification du protocole à une opération clandestine beaucoup plus risquée. C'est à partir de ce moment que la rivalité familiale commence à se transformer en véritable affaire de complot. Et c'est précisément ce qui va faire basculer la situation dans une dimension totalement différente. Et c'est précisément à partir de ce moment que la rivalité familiale commence à se transformer en véritable affaire de complot. Selon le récit, Camilla n'aurait pas accepté l'échec essuyé pendant la répétition. Le refus de William de laisser Catherine être reléguée à une position secondaire aurait été vécu comme une humiliation personnelle et, surtout, comme un avertissement. Le prince de Galles n'était plus disposé à laisser certaines décisions se prendre sans son accord lorsqu'elles concernaient directement son épouse et leur place au sein de l'institution. C'est ici que l'histoire change profondément de nature. Jusqu'alors, tout pouvait encore être présenté comme une lutte de visibilité, une tension de protocole ou une opposition entre deux générations royales. À partir de maintenant, le texte fait entrer le lecteur dans un univers beaucoup plus sombre. Camilla ne chercherait plus simplement à influencer l'organisation d'une cérémonie. Elle tenterait, selon le récit, de contourner les règles elles-mêmes. La scène se déroule à la veille de la procession. Windsor est présenté comme calme en apparence, mais chargé d'une tension invisible. Derrière les portes fermées, alors que les équipes ne préparent les derniers détails, Camilla aurait pris la décision de modifier elle-même le dispositif officiel prévu pour la cérémonie. Le document affirme qu'elle aurait convoqué un assistant dans une pièce privée et lui aurait montré un plan manuscrit. Sur ce document, un espace aurait été volontairement créé entre William et Catherine. Cet espace n'aurait pas été laissé au hasard. Camilla aurait eu l'intention de s'y glisser pendant la procession afin de séparer le couple devant les caméras. La logique supposée de cette manœuvre est claire. Si Catherine se retrouvait éloignée de William, elle apparaîtrait visuellement moins forte. Elle ne serait plus photographiée comme la moitié d'un couple uni, appelé un jour à incarner la monarchie. Elle deviendrait une silhouette isolée dans un dispositif dominé par le roi et la reine. Cette idée est importante, car elle montre à quel point le récit accorde une valeur politique à l'image. Dans la monarchie moderne, la photographie ne sert pas seulement à illustrer un événement. Elle participe à la construction du pouvoir symbolique. Un couple royal marchant côte à côte communique l'unité. Une personne repoussée vers l'arrière peut donner l'impression d'être moins importante. Une séparation au sein d'une procession peut immédiatement devenir un sujet d'interprétation.
C'est précisément sur cette mécanique que l'histoire construit son intrigue. Le texte affirme ensuite que Camilla aurait demandé à son assistant de remplacer discrètement le plan officiel par cette version modifiée. À ce stade, la prudence journalistique devient indispensable, car nous ne sommes plus face à une simple anecdote familiale. Le récit évoque désormais une modification clandestine d'un document protocolaire et présente même cette action comme illégale. Or, le fichier fourni ne contient aucun élément indépendant permettant de confirmer qu'un tel échange a réellement eu lieu. Il ne montre pas de document authentifié. Il ne cite aucun responsable du palais identifiable. Il ne fournit aucune source officielle. Il raconte cette opération comme une scène totalement connue, jusque dans les gestes, les regards et l'état émotionnel des personnes présentes. C'est précisément l'un des signes les plus caractéristiques d'un récit fortement dramatisé. Le lecteur est placé à l'intérieur d'une pièce fermée, où, théoriquement, seules quelques personnes auraient été présentes. Il connaît les pensées attribuées à Camilla. Il connaît la peur attribuée à l'assistant. Il connaît même les détails du document. Cette omniscience narrative doit immédiatement susciter une question. D'où viennent exactement ces informations? Le texte ne le dit pas. Mais narrativement, cette scène remplit une fonction capitale. Elle fait de Camilla non plus seulement une rivale, mais la supposée organisatrice d'une opération secrète. L'assistant, lui, devient un personnage secondaire essentiel. Il est présenté comme inquiet, hésitant, conscient de la gravité de ce qu'on lui demande. Selon le récit, Camilla aurait utilisé son autorité et certaines informations compromettantes pour l'obliger à obéir. Cette dimension renforce encore le portrait négatif construit autour d'elle. Elle ne serait plus simplement jalouse, elle deviendrait manipulatrice. Et l'assistant ne serait plus seulement un employé. Il deviendrait l'instrument forcé d'une stratégie destinée à modifier l'apparence publique de la monarchie. Le texte décrit ensuite le remplacement du document avec un niveau de détail presque cinématographique. L'assistant se rendrait dans la salle des opérations cérémonielles. Profitant d'un moment d'inattention, il ouvrirait le dossier contenant le plan officiel, retirerait le véritable document et y placerait la version préparée par Camilla. Le dossier serait ensuite refermé. L'opération serait terminée. Camilla croirait avoir gagné. Mais c'est précisément ici que le récit introduit son deuxième retournement majeur. William aurait prévu cette possibilité. Après la confrontation de la répétition, il aurait compris, nous dit le texte, que Camilla pourrait tenter une nouvelle manœuvre. Il aurait alors préparé un dispositif de surveillance clandestin. Une caméra cachée aurait été installée dans un objet décoratif situé à proximité du lieu où les documents étaient conservés. Et cette caméra aurait filmé l'échange. Nous entrons à ce moment-là dans une structure qui ressemble moins à un récit de palais qu'à un thriller politique. Un faux document, une surveillance secrète, une opération clandestine, une preuve vidéo, un prince qui observe à distance, une reine qui ignore qu'elle est surveillée. Tout est construit autour d'un principe très classique, celui du piège qui se referme progressivement. Camilla croit contrôler les événements. William, selon l'histoire, possède en réalité un coup d'avance. Il faut pourtant à nouveau rappeler que le texte ne fournit aucun moyen de vérifier l'existence de cette caméra. Il ne précise ni qui aurait autorisé son installation, ni comment un membre de la famille royale aurait pu organiser une surveillance secrète dans une zone sensible du château. Il n'explique pas davantage pourquoi cette preuve spectaculaire n'aurait pas donné lieu à une communication publique ou à une crise institutionnelle beaucoup plus visible. Mais dans la logique narrative, cette caméra est indispensable. Elle change totalement le rapport de force. Jusqu'à présent,
William ne pouvait qu'accuser Camilla d'avoir essayé de marginaliser Catherine. Désormais, il disposerait de ce qui est présenté comme une preuve matérielle. Il ne s'agit plus simplement de parole contre parole. Il y aurait une image. Et dans notre époque, l'image possède une force particulière. Une vidéo semble donner accès à une vérité directe. Mais même une vidéo devrait être authentifiée, contextualisée et analysée avant de pouvoir servir de preuve. Le récit, lui, saute entièrement cette étape. Il présente immédiatement l'enregistrement comme irréfutable. William aurait donc regardé les images sur une tablette sécurisée. Il aurait vu l'assistant manipuler le dossier. Il aurait constaté le remplacement du document. Et surtout, il aurait compris que la manœuvre venait directement de Camilla. À ce moment-là, le prince ne choisirait pas la confrontation immédiate. Il ne chercherait pas à interrompre l'événement. Il déciderait plutôt de conserver la preuve. Ce choix est essentiel dans la construction de l'histoire. William devient ici un personnage beaucoup plus stratégique. Dans le premier chapitre, il était surtout protecteur. Il défendait Catherine de manière frontale. Dans le deuxième, il devient calculateur. Il observe, il attend, il prépare sa réponse. Cette évolution rend son personnage beaucoup plus puissant. Elle suggère qu'il ne se contente plus de réagir. Il anticipe. Le texte raconte ensuite une scène plus intime. William rejoindrait Catherine alors qu'elle se prépare pour la cérémonie. Il l'aurait rassurée, lui demandant de rester calme et confiante. Cette séquence est importante parce qu'elle oppose deux types de comportements. D'un côté, Camilla est présentée comme agissant dans le secret, modifiant des documents et utilisant un intermédiaire. De l'autre, William et Catherine sont montrés comme un couple uni, se soutenant face à une menace extérieure. La narration ne cache donc plus son orientation morale. Elle distribue clairement les rôles. Camilla représente la manœuvre. William représente la défense. Catherine représente la dignité. Charles, lui, n'est pas encore intervenu. Mais cela ne va pas durer. Car William prend ensuite une décision décisive. Montrer la vidéo à son père. Et cette scène constitue probablement l'un des moments les plus importants de tout le récit. Le prince se rendrait dans les appartements privés du roi, alors que Charles se prépare pour la cérémonie. Il ne chercherait pas à adoucir la situation. Il poserait directement la tablette devant son père et lancerait l'enregistrement. Le roi regarderait les images en silence, puis son expression changerait. D'abord l'incrédulité, ensuite la colère, enfin la décision. Ce passage transforme totalement Charles. Jusqu'alors, il était presque absent du conflit. Le récit faisait de lui un souverain placé au-dessus des tensions entre son épouse et son fils. Mais dès qu'il voit la prétendue preuve, il devient le centre du pouvoir. Et il doit choisir. C'est là que l'histoire pose, derrière son spectaculaire dispositif, une question beaucoup plus intéressante. Que ferait un souverain si une crise familiale menaçait directement la crédibilité de l'institution? Le texte donne une réponse très claire. Il choisirait la couronne, même contre son épouse. Cette idée correspond parfaitement à la logique dramatique de l'histoire. Charles aurait passé une grande partie de sa vie à défendre sa relation avec Camilla. Le voir se retourner contre elle crée donc un effet maximal. Le conflit n'est plus simplement entre belle-mère et belle-fils. Il atteint le couple royal lui-même. Selon le récit, Charles comprendrait immédiatement les conséquences potentielles de la manœuvre. Si Camilla parvenait à séparer William et Catherine devant les caméras, le public pourrait interpréter la scène comme la preuve d'une profonde division familiale. Les médias s'empareraient des images. Chaque photographie serait analysée. Chaque regard deviendrait un indice. Chaque position serait transformée en symbole.
Et le récit suppose que le roi voudrait empêcher une telle humiliation de la future génération. C'est à ce moment que le texte introduit l'un de ses éléments les plus théâtraux. Un prétendu décret royal scellé à la cire rouge. Charles ouvrirait un meuble ancien, ferait fondre de la cire, puis utiliserait une bague royale pour authentifier un ordre spécial. Cet ordre garantirait que William et Catherine restent côte à côte pendant la cérémonie et permettrait aux responsables du protocole d'intervenir contre toute personne cherchant à modifier leur position. Sur le plan visuel, la scène est extrêmement forte. Un roi, une pièce sombre, un document secret, une flamme, de la cire rouge, un chao. Tout renvoie à une image presque médiévale de la monarchie. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut la lire avec distance. Le texte semble ici moins chercher à décrire une procédure institutionnelle réaliste qu'à produire un symbole. La cire rouge représente l'autorité. Le sceau représente le pouvoir. Et Charles devient soudain le souverain absolu capable de mettre fin au conflit d'un seul ordre. Journalistiquement, cette représentation doit être considérée avec prudence. Le document source ne fournit aucune preuve de l'existence de ce décret. Mais narrativement, il accomplit une fonction indispensable. Il transforme la réaction de Charles en décision irréversible. À partir de cet instant, le piège est installé. Camilla pense toujours que son plan est secret. William sait qu'il possède la vidéo. Charles connaît désormais l'affaire. Les responsables du protocole auraient reçu leurs instructions. Et Catherine serait la seule à devoir continuer à marcher comme si rien ne s'était passé. Tous les éléments sont donc réunis pour la confrontation finale. C'est précisément cette asymétrie de connaissances qui crée la tension. Camilla croit avoir l'avantage. Elle ignore que sa stratégie serait déjà découverte. William sait ce qu'elle va tenter. Charles est prêt à intervenir. Et le public, dans la logique du récit, ne sait encore rien. Cette construction est extrêmement efficace parce qu'elle transforme la cérémonie à venir en scène de révélation. Le spectateur n'attend plus de savoir si quelque chose va se produire. Il attend de savoir quand le piège va se refermer. Cette différence est essentielle. Le suspense n'est plus fondé sur l'incertitude. Il est fondé sur l'attente de la sanction. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire quitte définitivement les couloirs privés du palais pour revenir devant les caméras. Le lendemain, la procession commence. Camilla avance avec assurance. Elle pense que le document modifié déterminera l'ordre du cortège. William et Catherine restent proches. Charles marche à quelques mètres. Des centaines de regards sont tournés vers eux. Et lorsque Camilla décide finalement de se déplacer pour tenter de s'interposer entre le prince et la princesse de Galles, tout ce qui a été préparé dans l'ombre va soudain éclater au grand jour. Car cette fois, selon le récit, Charles ne restera pas silencieux. Et son intervention transformera une simple cérémonie royale en une scène d'humiliation publique impossible à effacer. Et lorsque Camilla décide finalement de se déplacer pour tenter de s'interposer entre le prince et la princesse de Galles, tout ce qui a été préparé dans l'ombre va soudain éclater au grand jour. Car cette fois, selon le récit, Charles ne restera pas silencieux. La procession avance sous les regards des invités, des photographes et des caméras internationales. Tout semble parfaitement réglé. Les uniformes, les robes cérémonielles, les gestes mesurés, la musique militaire, la discipline du cortège. Extérieurement, la monarchie offre exactement l'image qu'elle cherche toujours à projeter lors de ces grandes cérémonies, celle d'une institution stable, ancienne
est parfaitement maîtrisée. Mais dans la logique du texte source, cette stabilité n'est qu'une façade. Derrière chaque sourire se cacherait déjà une confrontation. Camilla avancerait persuadée que la modification du plan a fonctionné. Elle penserait que personne n'a découvert la manœuvre et que les responsables de la cérémonie suivront la disposition qu'elle aurait fait introduire clandestinement dans le dossier officiel. C'est alors qu'elle accélérerait légèrement le pas. Elle se déplacerait vers l'espace situé entre William et Catherine. Son objectif, tel que le récit le présente, serait très clair: casser visuellement l'unité du couple de Galles. Pendant quelques secondes, elle pourrait même croire qu'elle a réussi. Catherine se retrouverait momentanément décalée. Camilla occuperait le centre. Les objectifs des caméras seraient braqués sur la scène. Mais c'est exactement à cet instant que tout bascule. Charles s'arrêterait brutalement. Le roi lèverait la main et interromprait l'ensemble de la procession. Il faut mesurer la puissance symbolique de cette scène. Dans une cérémonie aussi codifiée, l'arrêt soudain du cortège créerait immédiatement une rupture spectaculaire. Le mouvement disparaît. La musique semble secondaire. Les regards convergent vers le souverain. Et dans le récit, Charles ne cherche pas à cacher ce qu'il pense. Il se tourne vers Camilla. Puis il lui ordonne de reprendre sa position initiale. La sanction, si l'on suit cette version des événements, est particulièrement humiliante parce qu'elle se déroule précisément dans l'espace que Camilla voulait contrôler. L'espace public. Elle aurait voulu marginaliser Catherine devant les caméras. Elle serait elle-même publiquement corrigée devant ces mêmes caméras. Cette symétrie est probablement l'un des éléments les plus efficaces de la narration. Le récit construit une forme de justice immédiate. Chaque action de Camilla produit son contraire. Elle voulait déplacer Catherine. C'est elle qui doit reculer. Elle voulait contrôler l'image. Elle perd le contrôle de son propre image. Elle voulait apparaître au centre. Elle se retrouve renvoyée vers une position secondaire. Sur le plan journalistique, cependant, une scène aussi spectaculaire nécessiterait évidemment des éléments solides pour être affirmée comme un fait. Le texte source ne fournit pas dans le matériau transmis une vérification indépendante de cette confrontation. Il la raconte avec certitude, mais cette certitude appartient au récit lui-même. Il faut donc continuer à distinguer deux niveaux. Le premier est celui de ce que le texte affirme. Le second est celui de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme établi. Et entre les deux subsiste une distance importante. Mais si l'on analyse la logique de l'histoire, le véritable intérêt de cette scène se trouve ailleurs. Elle transforme Charles en arbitre du conflit. Dans les chapitres précédents, William était celui qui protégeait Catherine. Charles, lui, n'intervenait qu'après avoir découvert la prétendue preuve. Désormais, il assume publiquement sa décision. Et cette évolution change complètement l'équilibre du pouvoir. Jusqu'à ce moment, Camilla pouvait encore être présentée comme la reine disposant d'une influence considérable auprès du souverain. Après l'intervention de Charles, le récit cherche au contraire à montrer que cette influence possède une limite. Et cette limite serait atteinte dès lors que l'avenir de la couronne serait menacé. C'est là que le texte dépasse le simple conflit personnel. Car William et Catherine ne sont pas seulement un fils et une belle-fille. Ils représentent la prochaine génération institutionnelle. Dans la construction narrative, les protéger revient donc à protéger la continuité même de la monarchie. William se rapproche alors de Catherine. Il prend sa main. Le couple avance à nouveau ensemble. L'image est extrêmement symbolique. Face au désordre supposément provoqué par Camilla, William et Catherine représentent l'unité. Face à la lutte de pouvoir, ils incarnent la stabilité.
Face à la génération actuelle, ils apparaissent comme l'avenir. C'est cette image que le récit veut inscrire dans l'esprit du lecteur. Et il est difficile de ne pas remarquer combien la scène est soigneusement construite pour opposer deux représentations féminines. Camilla est décrite à travers la colère, l'ambition et la peur de perdre son influence. Catherine, à l'inverse, est présentée comme calme, digne et presque silencieuse. Elle ne lutte pas pour sa place. C'est William qui la défend. C'est Charles qui intervient. Elle, au contraire, reste debout et laisse les événements parler en sa faveur. Cette opposition morale devient encore plus évidente une fois les portes de la chapelle refermées. Selon le récit, la famille royale serait alors conduite dans un espace privé. La presse et le public ne pourraient plus observer la scène. Et c'est à cet endroit que la confrontation véritable commencerait. Camilla, profondément humiliée, se retournerait contre Charles. Elle lui reprocherait de l'avoir rabaissé devant le monde entier. Elle insisterait sur son statut de reine et considérerait l'intervention du roi comme une trahison personnelle. Cette réaction est importante dans la logique de l'histoire. Jusqu'ici, Camilla cherchait surtout à contrôler la situation. Maintenant, elle perd ce contrôle. La colère remplace la stratégie. Le calcul laisse place à l'émotion. Et c'est précisément à ce moment que Catherine intervient à son tour. Le texte lui attribue une réponse ferme. Camilla ne pourrait blâmer personne d'autre qu'elle-même, puisqu'elle aurait tenté de créer une séparation publique au sein d'un couple marié. Cette intervention donne enfin à Catherine une voix directe. Dans les 2 premiers chapitres, elle était surtout protégée par William. Dans le 3e, elle devient un acteur autonome. Elle ne hausse pas le ton. Elle ne cherche pas à humilier Camilla. Elle lui renvoie simplement la responsabilité de ses actes. C'est une mécanique narrative classique, mais efficace. Le personnage présenté comme victime refuse finalement de se comporter en victime. Camilla, cependant, continuerait à nier. Elle se réfugierait derrière le plan cérémoniel et affirmerait que la disposition était officielle. Et c'est là que William révélerait les éléments qu'il aurait conservés. La vidéo, le plan manuscrit, la preuve supposée de la substitution. La scène devient alors presque un procès privé. William joue le rôle de celui qui présente les preuves. Charles devient le juge. Catherine représente la personne lésée. Camilla, elle, se retrouve placée au centre de l'accusation. Le texte décrit même sa réaction physique. Elle recule, perd son assurance et comprendrait que son assistant n'a pas réussi à faire disparaître les traces de la manœuvre. Encore une fois, cette précision psychologique est caractéristique du récit source. Nous savons ce qu'elle aurait pensé. Nous savons ce qu'elle aurait ressenti. Nous savons même à quel moment exact elle aurait compris que tout était perdu. Mais le document ne fournit aucune source identifiable permettant de confirmer ces détails. Cela n'empêche pas la scène de remplir sa fonction narrative. Elle achève la transformation de Camilla. Dans le premier chapitre, elle était une reine inquiète de perdre la lumière. Dans le 2e, elle devenait l'organisatrice supposée d'une opération clandestine. Dans le 3e, elle est présentée comme une femme prise à son propre piège. Charles poserait alors sur la table le prétendu décret qu'il aurait préparé après avoir vu la vidéo. Il révélerait que la scène publique n'était donc pas une réaction improvisée. Elle aurait été préparée. Camilla aurait marché volontairement dans un dispositif destiné à l'empêcher d'agir. Cette révélation renforce encore le portrait d'un Charles, soudain beaucoup plus autoritaire. Le roi n'est plus seulement un mari déçu, il devient un souverain qui protège l'institution contre ce qu'il considère comme une menace interne. C'est ici que l'histoire introduit ses sanctions les plus extrêmes.
Selon le texte, Charles déciderait rapidement de retirer à Camilla certains privilèges cérémoniels. Il limiterait sa participation à des événements impliquant la prochaine génération. Certains accès symboliques à Windsor seraient également réduits. Le récit va même jusqu'à évoquer une clé retirée à Camilla et remise à Catherine. Sur le plan symbolique, cette scène est extrêmement claire. La clé représente l'accès. L'accès représente l'influence. Et le transfert de la clé représente donc un transfert de pouvoir. Nous ne sommes plus seulement dans une punition. Nous sommes dans une succession symbolique accélérée. Camilla perd. Catherine reçoit. La génération actuelle recule. La génération future avance. Mais il faut ici être particulièrement prudent. Un tel transfert spectaculaire, présenté comme une conséquence immédiate d'un complot interne, demanderait des preuves exceptionnelles. Le fichier fourni ne les apporte pas. La scène doit donc être comprise comme un élément du récit, non comme une information institutionnelle confirmée. Le texte va encore plus loin, en affirmant que Camilla aurait ensuite vu son agenda restreint. Ses interactions avec ses beaux-fils limités et son rôle considérablement réduit. Puis apparaît l'élément le plus spectaculaire de tous, une prétendue forme d'assignation à résidence dans une propriété éloignée. À partir de ce moment, il devient évident que le récit cherche une conclusion maximale. Une simple réprimande ne suffit plus. Une réduction de visibilité ne suffit plus. Il faut une chute totale. Et c'est précisément cette chute qui permet au récit de se terminer comme une fable morale. Camilla reconnaîtrait finalement qu'elle avait peur d'être éclipsée par William et Catherine. Cette confession est capitale. Elle donnerait une explication à tout le reste. La jalousie, la peur, le sentiment de perdre son pouvoir, la volonté de contrôler la visibilité. Le récit revient ainsi exactement à son point de départ. Tout aurait commencé par une inquiétude face à Catherine. Tout se terminerait par la reconnaissance de cette inquiétude. Mais derrière cette construction spectaculaire se cache une question beaucoup plus profonde. Pourquoi un récit de ce type trouve-t-il aussi facilement un public? Parce qu'il exploite certaines tensions symboliques réelles de la monarchie britannique. La première est celle de la succession. Charles règne aujourd'hui, mais William représente déjà demain. Cette situation crée inévitablement deux centres d'attention. Le roi est l'autorité présente, l'héritier est l'autorité future. Et plus l'héritier devient populaire, plus les médias comparent les générations. La deuxième tension concerne l'image de Camilla. Son parcours public reste profondément lié à l'histoire de Charles et de Diana. Même après des années de repositionnement institutionnel, cette mémoire ne disparaît jamais complètement. William est le fils de Diana. Catherine est son épouse. Il devient donc extrêmement facile, dans les récits populaires, de recréer un axe émotionnel opposant Camilla à la famille de William. La troisième tension est celle de la popularité. Une monarchie constitutionnelle moderne ne gouverne pas directement comme un pouvoir politique classique. Elle dépend énormément de la perception publique. La confiance, la stabilité, la sympathie, la continuité. Voilà pourquoi l'image est si importante. Un sourire peut devenir une déclaration. Une absence peut devenir une crise. Un placement dans une cérémonie peut devenir une bataille de pouvoir. Et une simple photographie peut déclencher des centaines d'articles spéculant sur les relations entre les membres de la famille. Le récit source pousse cette logique jusqu'à l'extrême. Il transforme la gestion de l'image en guerre interne. Mais c'est précisément là qu'une lecture journalistique doit retrouver de la distance. Tout conflit apparent n'est pas nécessairement une guerre. Tout changement de position n'est pas nécessairement un complot. Toute expression de visage n'est pas nécessairement un message politique.
Et surtout, une histoire extrêmement détaillée ne devient pas vraie simplement parce qu'elle contient beaucoup de détails. Au contraire, plus une histoire prétend révéler des conversations privées, des dispositifs secrets, des ordres clandestins et des motivations intimes, plus il faut s'interroger sur ses sources. C'est probablement la leçon la plus importante de toute cette affaire. Le récit n'est pas seulement une histoire sur Camilla. Il est aussi une démonstration de la manière dont la monarchie britannique peut être transformée en feuilleton permanent. Les protagonistes sont déjà connus du public. Le passé est chargé. Les relations familiales sont complexes. La succession est inévitable. Il suffit donc d'ajouter un élément déclencheur pour construire une véritable dramaturgie. Et ici, cet élément est la visibilité de Catherine. Le texte affirme que Camilla aurait voulu l'effacer. Mais dans la conclusion, c'est exactement l'inverse qui se produit. William et Catherine sortent renforcés. Camilla recule. Charles choisit son héritier. Et la dernière image montre le couple de Galles avançant ensemble. Cette conclusion n'est pas innocente. Elle présente William et Catherine comme une unité presque invincible. Elle suggère qu'ils ont traversé une tentative de déstabilisation et qu'ils en ressortent plus solides. Surtout, elle prépare symboliquement le public à les voir comme le futur visage de la couronne. C'est probablement là que se trouve le véritable message du récit. Pas dans la caméra cachée, pas dans la cire rouge, pas dans la prétendue clé de Windsor, mais dans l'idée que le centre de gravité de la monarchie pourrait progressivement se déplacer. Charles demeure le souverain, Camilla demeure la reine. Mais William et Catherine occupent une place de plus en plus importante dans l'imaginaire collectif lié à l'avenir de l'institution. Et chaque histoire qui les oppose à la génération précédente amplifie encore cette perception. Voilà pourquoi cette affaire, même lorsqu'on la lit avec la prudence nécessaire, révèle quelque chose d'essentiel sur la monarchie moderne. Son pouvoir ne se joue plus seulement dans les palais. Il se joue également dans les images, dans les récits, dans les émotions du public, et dans la capacité de chaque génération à incarner la continuité de la couronne. Au fond, la question la plus intéressante n'est donc peut-être pas de savoir si Camilla aurait réellement tenté de séparer William et Catherine pendant une procession. La véritable question est celle-ci. À partir de quel moment le public cesse-t-il de regarder la reine d'aujourd'hui pour commencer à regarder la reine de demain? Et c'est précisément cette transition silencieuse, plus que n'importe quel prétendu complot de palais, qui pourrait devenir l'un des enjeux les plus importants de l'avenir de la monarchie britannique. Et c'est précisément là que cette histoire prend tout son sens. Au-delà des accusations, des tensions et des scènes spectaculaires racontées autour de Camilla, William, Catherine et Charles, une réalité demeure. La monarchie britannique vit désormais sous le regard permanent du public, où chaque geste, chaque place dans une procession et chaque apparition peut devenir le symbole d'un rapport de force plus profond. Mais il faut aussi garder une distance essentielle entre ce que certains récits affirment et ce qui peut réellement être vérifié. Car dans l'univers royal, la frontière entre information, interprétation et dramatisation est parfois extrêmement mince. Alors, selon vous, cette histoire révèle-t-elle une véritable bataille d'influence entre deux générations, ou assiste-t-on surtout à une amplification médiatique des tensions supposées du palais? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez nos analyses approfondies sur la famille royale, les coulisses du pouvoir et les histoires qui font débat, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche
et à partager cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter chaque nouvelle affaire avec recul, contexte et esprit critique.